Trésors du Saint-Laurent, à la découverte de l'aire marine protégée du banc des Américains. Dans cette série de 4 épisodes, plongez avec nous dans le golfe du Saint-Laurent. Venez découvrir l'aire marine protégée du banc des Américains, ce site qui regorge de richesses, tout près de chez vous, à l'est de la péninsule gaspésienne. Mon nom est Léa Roy, agente de projet au comité ZIP Gaspésie, en remplacement de Camille Pépin pour cet épisode du balado. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. Est-ce que vous connaissez les communautés des Premières Nations vivant dans la région? Je l'ai déjà appris, puis j'ai tout oublié. Oui, les Mi'kmaq, de la communauté de Gaspég. Baie des Chaleurs, c'est Guescapégag. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je me souviens plus les noms. Le banc des Américains. Qu'est-ce que ce lieu représente et quel rôle joue-t-il encore aujourd'hui pour les Premières Nations de la Gaspésie? Dans le dernier épisode, on a appris sur ce qui se passe dans l'eau et dans le banc des Américains l'hiver. Dans cet épisode, on apprend sur l'importance du secteur du banc des Américains pour les Premières Nations Mi'kmaq, ainsi que du travail de l'AGAM, ou l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey, près de l'aire marine protégée du banc des Américains. Nous sommes heureux de recevoir Tania Kondo et Sandra Otef. Bonjour. Gwe, Wilmili Agwech, Shamsitwan, Nindalouisi Tanya Kondo, Dalawi Gaskabeyak, Ankiguk Wayne Kondo ak Landry. Donc, bonjour Léa. Mon nom c'est Tania Kondo. Je viens de Gaskapégac et mes parents c'est Wayne Kondo et Jannick Landry. Je vais juste de traduire comment je me présente dans ma langue. Merci. Tania, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre travail au sein de la GAM et de vous? Oui, donc je travaille à la GAM depuis déjà 9 ans. Mon poste a beaucoup changé au cours des années parce que j'ai rentré là, j'avais 20 ans. Maintenant, je suis agente de recherche et de communication. Donc, je fais un petit peu partie de plusieurs projets, mais j'ai mon pied dans presque tous les projets à la GAM, dans le fond, parce que je gère les sites web de la GAM. Donc, je parle un peu à tout le monde pour essayer de créer des communications en rapport avec nos projets. Super. Sandra, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et de votre travail à la GAM? Oui, Sandra Otef, chargée de projet à la GAM depuis... c'est un retour, en fait. Je suis une nouvelle ancienne depuis 2021. En fait, je suis basée sur la pointe de la Gaspésie. Donc, c'est assez diversifié mon travail, un peu comme les activités de la GAM. Mais je suis principalement impliquée là, dans les activités autour de l'aire marine protégée du banc des Américains, mais aussi sur d'autres projets de conservation au niveau des rivières à saumon, puis sur des projets d'aquaculture, notamment de culture de macroalgues dans la baie de Passepébiac. Super, merci. Tania, premièrement, quelles sont les communautés des Premières Nations présentes en Gaspésie? En Gaspésie, il y a 3 communautés Mi'kmaq. Il y a la communauté de Gaspég, où on est ici aujourd'hui, la communauté de Guescapégag, où je viens, et l'Istigouche, qui est juste à la frontière du Nouveau-Brunswick. Et Sandra, qu'est-ce que la GAM, soit l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey? Oui, la GAM, c'est une association qui est en fait financée en partie par le ministère Pêche et Océan Canada. C'est une initiative du ministère qui découle des jugements Marshall et Sparrow, mais particulièrement Marshall pour les communautés Mi'kmaq de l'Est du Canada. C'est en fait une initiative qui permet à des communautés de se rassembler pour pouvoir avoir accès à des programmes de subvention pour les soutenir en fait dans la gestion, la conservation et l'exploitation de ressources halieutiques, donc que ce soit autant en eau douce qu'en eau salée. La GAM, en fait, c'est le regroupement de 3 communautés autochtones, les Mi'kmaq de Gaspég, Guescapégag et la Première Nation Wolastoqey-Washipekuk, qui est une Première Nation basée dans le bas du Saint-Laurent, à Kakuna. Nos activités sont vraiment assez larges, donc on parle autant de projets de restauration d'habitat pour des espèces d'importance traditionnelle comme l'anguille ou le saumon. On parle de documentation de savoirs traditionnels. On parle de cogestion dans les pêches. On a 3 communautés qui sont très impliquées dans les pêches commerciales. Donc, il y a beaucoup de soutien et de projets qui se développent à ce niveau-là aussi. On parle aussi de projets en conservation marine comme le banc des Américains,
diversification de l'exploitation des ressources avec une aire maricole à Passepébiac dans l'objectif justement là d'essayer de diversifier l'exploitation des ressources halieutiques et aussi en même temps de former des jeunes des communautés avec le bateau qui appartient à la gamme sur lequel on forme des jeunes au métier des pêches et de l'aquaculture. Donc c'est très, très large. Notre mandat numéro 1, c'est d'accompagner les 3 communautés dans leurs besoins. Donc, c'est de répondre avant tout à leurs priorités. Super, merci. Tania, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la connexion entre la mer et les Premières Nations Mi'kmaq? Ben, les Mi'kmaq, ils ont été nommés le peuple de la mer. Fait qu'on est super connectés. Le peuple Mi'kmaq, c'était semi-nomade, puis on suivait les rivières pendant l'hiver, puis l'été, mais on se rejoignait à la mer. Fait que en vrai, la mer, c'est une place où on se rassemblait pendant les mois d'été, souvent, plusieurs familles. C'est aussi là où on prenait toute notre nourriture. Toutes nos médecines sont vraiment proches de la mer aussi. C'est sûr qu'on a une grande connexion avec tout ce qui est l'eau. Ça a été nos routes, ça a été nos highways, on dirait en anglais, pour voyager. Maintenant, ça fait partie de notre économie. Une grosse partie de notre économie vient de la pêche puis de la mer. Fait que la connexion est quand même assez forte, je te dirais. C'est sûr que la relation avec l'eau est toujours connectée avec les espèces qui sont dans l'eau aussi. En Mi'kmaq, on dit nos relations, mais c'est comme une autre relation. Tu sais, ça fait partie de nous. C'est vraiment difficile d'expliquer quelque chose qui est tellement dans ta vie. Tu sais, que c'est comme ça fait partie de toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens des communautés se sentent sûrement comme moi un peu aussi. Tu sais, la connexion avec la mer est vraiment là. C'est un petit peu notre terrain de jeu aussi. Économiquement, la mer est super importante pour les communautés maintenant. C'est vraiment un de nos moyens de subsistance premiers. Même les aînés, tu sais, je pense à mon grand-père qui mange juste de l'orignal puis du saumon, tu sais, ou de l'anguille même. C'est vraiment des gens qui se nourrissent de la mer. Pour en apprendre plus sur l'importance de la mer pour les nations Mi'kmaq, est-ce que vous auriez une ressource à recommander? Il y a un livre qui s'appelle Les Mi'kmaq et la mer. T'sais, on peut trouver beaucoup d'informations sur le sujet, dont comment est-ce qu'on utilisait l'eau, puis surtout sur les types de canaux qu'on avait. Ben, je te demande comme ça, mais si tu veux nous parler un peu plus du canot, finalement... C'est ça, les Mi'kmaq, il y avait plusieurs sortes de canaux. Donc, il y avait les canaux qu'ils utilisaient en rivière, qui étaient beaucoup plus petits. Il y en avait d'autres, des canaux un petit peu plus grands pour des déménagements quand on retournait dans le bois pendant l'hiver. Puis on avait aussi les canaux de haute mer, qui étaient beaucoup plus gros, qui pouvaient assurer plusieurs familles, des fois jusqu'à 20 personnes. Puis c'était des canaux qui étaient utilisés pour des plus grands voyages, comme aller sur la côte nord, l'île d'Anticosti. On pouvait partir de la Gaspésie puis aller jusqu'en Nouvelle-Écosse ou jusqu'à la côte nord. Pour avoir des traités ou changer des lois ou comment ça s'est passé de ton côté sur ton territoire. Tu sais, c'était vraiment pour ces événements-là que ces canaux-là étaient utilisés. Merci, c'est vraiment intéressant de comprendre un peu plus cette connexion-là avec la mer et les différents types de canaux. J'ai entendu parler du projet d'Atlas de la gamme. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, donc le projet de l'Atlas, c'est un projet dont on rencontre les communautés et les utilisateurs du territoire et on assemble leur savoir un peu et leurs utilisations du territoire surtout. Puis ça crée ce super de bel outil qu'on peut trouver en ligne. Puis ça fait comme un portrait de l'utilisation du territoire dont le banc des Américains fait partie. Quand on descend dans l'Atlas, on voit toutes les espèces. Puis c'est comme un espèce de heat map. Puis tu peux voir où le territoire est plus utilisé. On garde quand même ces données-là sécurisées. Mais c'est quand même assez impressionnant comme outil.
Puis c'est comme tout le monde peut voir. Puis c'est vraiment indiqué sur l'outil aussi que c'est pas une forme de consultation. Ce qui est le fun de l'Atlas aussi, c'est que c'est un outil qui collectionne les savoirs dont, à la gamme, on a une banque de savoirs qu'on garde aussi. Puis c'est quelque chose qu'on garde précieusement. Puis ça peut être vraiment même touchant des fois parce qu'on a plusieurs aînés qui partent des communautés. Puis on a toutes sortes d'enregistrements de ces gens-là qui restent chez nous, dans le fond, puis qu'on peut donner à leur famille après. Puis c'est aussi une façon de documenter les savoirs et ne pas perdre ces belles connaissances-là. Puis c'est souvent dans les réunions qu'on collecte les savoirs que même moi, j'apprends des choses que ça veut pas dire que mon grand-père m'aurait dit, mais vu qu'un membre de ma communauté le sait, c'est un beau cadeau que j'ai en faisant ce travail-là aussi. Cette information n'est pas nécessairement publiée, mais les membres peuvent vous contacter. Oui, c'est gardé. On a un super beau protocole de stockage de données pour ces savoirs-là. Quelles sont les activités des Premières Nations dans le secteur ou en bordure de l'aire marine protégée du banc des Américains? Les activités modernes, ont beaucoup en fait attrait au niveau de la pêche commerciale. Donc le banc des Américains, c'est une grosse superficie, là, on parle de 1000 km², qui part de la pointe du Cap Gaspé, qui touche l'île Bonaventure. Dans ces secteurs-là, on retrouve beaucoup là, de la pêche au homard puis de la pêche au crabe des neiges qui est pratiquée par les communautés Micmac de la Gaspésie. Il y a aussi un petit peu de pêche aux poissons de fond qui se font. Sinon, à proximité du banc des Américains, on retrouve plusieurs activités traditionnelles, que ce soit la chasse à la sauvagine ou de la pêche au maquereau, de la pêche à la morue. Donc, plusieurs activités récréatives, là, vivrières et traditionnelles qui sont pratiquées par les communautés. Justement, autour de la marine protégée du banc des Américains, quel genre de travail est-ce que vous faites? En fait, la gamme a été impliquée dès le début, même au moment du comité de désignation de l'aire marine. Donc, les premières consultations qui ont eu lieu, donc ça fait vraiment de nombreuses années que la gamme est impliquée. Et depuis la création du banc des Américains en 2019, on a eu en fait une entente là, de contribution avec Pêche et Océan Canada pour participer au suivi d'indicateurs. Donc, le principe est assez simple. On a déterminé des objectifs de conservation pour le banc des Américains. Puis pour évaluer la pertinence de l'atteinte de ces objectifs, on essaye d'identifier des indicateurs pour faire des suivis. À la gamme, on suit 2 indicateurs principaux, dont un qui est l'inventaire des populations de pinnipèdes dans le secteur aux alentours du banc des Américains. Et on a un deuxième indicateur qu'on a ajouté depuis 2 ans, qui correspond à la caractérisation de la pollution au plastique dans le secteur aussi. Donc, pinnipèdes, c'est... Les pinnipèdes, c'est ça, c'est phoques communs, phoques gris. Quand on dit dans un inventaire de phoques, c'est assez basique, là. On se promène le long de la côte, puis on compte des phoques. Donc, on sort en mer 3 fois par année pour faire le décompte des chiots de phoques communs, donc qui sont les bébés phoques communs. L'échouerie principale est dans le secteur Forion, notamment. Puis, en juillet, on va sortir pour faire le décompte du pic d'abondance pour les phoques communs adultes, cette fois-ci. Et au mois d'août, on ressort pour le pic d'abondance des phoques gris adultes. Donc, on suit ces 3 moments-là sur 3 secteurs. La pointe Forion, le secteur qu'on appelle Malbaie, qui est entre l'Anse-à-Brillant et le quai de Malbaie, puis le tour de l'île Bonaventure. Super. Pour le plastique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'étude sur le microplastique? Oui, c'est que la pollution au plastique, c'est une thématique mondiale qui préoccupe tout le monde et qui touche malheureusement toutes les zones géographiques. Puis c'est une thématique qui inquiète depuis plusieurs années les communautés membres de la gamme. Et en fouillant, on s'est vite rendu compte qu'il y avait très peu de données qui existaient dans le golfe du Saint-Laurent, sur la pointe de la Gaspésie, par rapport à des études scientifiques ou à la présence ou même à la caractérisation de la pollution au plastique. Donc,
de par ce fait, on s'est dit, on sait que c'est un indicateur de pression. Donc, quand on fait le suivi de l'aire marine protégée, on a 2 types d'indicateurs. Des indicateurs écologiques, comme les inventaires de population de phoques, puis des indicateurs de pression. Donc, la pollution au plastique est un indicateur de pression. Puis, on s'est dit que ce serait vraiment une initiative intéressante de commencer par la base, parce qu'avant d'être un microplastique, un plastique est un macroplastique qui se désagrège à cause de l'érosion, de l'usure. Et on a commencé, en fait, dans la dernière année, à faire de la caractérisation de la présence de plastique pour essayer de mieux comprendre les plastiques qu'on retrouve dans ce secteur-là proviennent d'où. C'est-tu des plastiques qui proviennent de consommation puis qui sont comme jetés sur la terre puis qui se retrouvent en mer? C'est-tu des déchets jetés en mer qui se retrouvent sur les berges? On est-tu capable d'identifier une tendance particulière pour justement, peut-être dans le futur, être en mesure de prendre des actions concrètes pour limiter cette pollution-là au niveau local? Et pourquoi avoir choisi ces indicateurs-là pour la marine protégée du banc des Américains? Le premier indicateur par rapport aux populations de phoques, c'est sûr que c'est un indicateur écologique qui avait été présenté comme intéressant par le comité de suivi scientifique qui est mis en place depuis le début de la désignation de l'aire marine protégée. Et le phoque est une espèce qui suscite un grand intérêt pour les communautés membres de la gamme. Donc, un peu naturellement, ça a été comme sélectionné comme le premier indicateur à suivre. Puis, Tania en parlait tantôt, la nation Mi'kmaq, le peuple maritime, le peuple de la mer. À la gamme, on passe beaucoup de temps sur l'eau. On est souvent au milieu côtier. Puis, c'était quelque chose qui faisait partie un petit peu de notre ADN, je pense aussi, qui était organique dans l'organisation, d'aller faire ce genre d'activité-là, d'inventaire sur l'eau pour compter les phoques. Donc, c'était comme une multitude, en fait, de choses qui ont poussé naturellement au choix de cet indicateur-là, l'intérêt des communautés à vouloir travailler sur le phoque, à améliorer sa connaissance. Le phoque, on en connaît beaucoup, mais dans la baie de Gaspé, pas tant, curieusement. Il n'y a rien de tel comme observer la grande faune, qu'elle soit marine ou terrestre, pour apprendre à mieux connaître ses comportements, les variations. Il n'y a rien de tel comme de prendre le temps de l'observer. Donc, c'est entre autres pour ça que l'indicateur de population de phoques avait été choisi. Puis l'indicateur de plastique, c'est naturellement une pression écologique importante. Puis c'était important de mieux connaître ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup pour les précisions. C'est super intéressant comme étude. La gamme semble bien impliquée dans les suivis en lien avec l'aire marine protégée du banc des Américains. Est-ce que vous savez s'il y a des membres des Premières Nations Mi'kmaq qui sont impliqués dans la gestion de cette aire marine protégée-là? Oui, ça c'est une chose en devenir ou un travail en continu plutôt. Pour le moment, en fait, des consultations en fait ont lieu pour essayer d'identifier la meilleure approche pour impliquer les communautés. Donc, qu'est-ce que le secteur de la marine protégée du banc des Américains représente pour les communautés Mi'kmaq? Oui, bien, quand j'ai commencé à travailler à la gamme, dans le fond, un de mes premiers contrats, c'était vraiment de faire des recherches sur le banc des Américains, puis comment que le banc des Américains se liait aux communautés. Fait que c'est vraiment dur à pointer vraiment, puis ça n'a jamais été écrit noir sur blanc, que c'est là qu'on était, puis c'est là qu'on pêchait. Tu sais, le transfert de connaissances autochtones, on sait que c'est oral. Fait que je peux juste me fier aux histoires que je connais, qui m'ont été contées par d'autres gens de la communauté, ou me fier à ce que je peux assumer, ce que je peux déduire avec mon savoir que je sais et comment ça se passe dans l'environnement en ce moment. Mais c'est sûr qu'on peut assumer que c'est là qu'on était, vu que les points du territoire sont tellement proches du banc des Américains. Tu sais, il y a une partie du banc des Américains qui touche presque l'île de Bonaventure, mais il y a tellement d'histoires sur l'île de Bonaventure qu'on peut assumer que les gens allaient là en canot puis qu'ils descendaient près du banc des Américains, même pour cueillir des œufs ou faire la petite pêche. Mais c'est sûr qu'on peut assumer que le banc des Américains a été très utilisé, vu que c'était un territoire qui était très riche,
qui est encore très riche. T'sais, on peut juste assumer qu'il était encore plus beau il y a une centaine d'années, là, même si c'est pas très loin. Vraiment, on parlait dans les épisodes précédents de la diversité d'espèces qu'on retrouve dans la marine protégée. C'est vraiment impressionnant. En parlant d'espèces, justement, quand j'avais commencé à faire mes recherches sur le banc des Américains, j'avais trouvé que quand Jacques Cartier avait arrivé en Gaspésie, le premier repas qu'il a partagé avec les Autochtones qui étaient ici, donc les Micmacs, c'était du loup marin. Ah ouais, je savais pas ça. C'est super intéressant, merci. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on peut retrouver dans le banc des Américains qui sont traditionnellement importantes pour les communautés Mi'kmaq? Oui, bien, je te dirais que toutes les espèces sont super importantes parce qu'il y a une connexion entre chaque espèce qui se lie déjà. Tu sais, nous autres, souvent en science, on parle de food chain, tu sais. Mais toutes ces espèces-là ont un rôle à jouer dans leur système. Donc, sont vraiment toutes importantes. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, il y en a qui sont plus importantes économiquement, comme partout, puis dans tous les autres aspects de la vie, mais c'est vraiment... il y a vraiment une interconnexion qui est plus présente chez les Premières Nations. Je te dirais qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est vraiment dur à expliquer c'est quoi l'interconnexion de toutes les espèces, parce qu'elles sont toutes aussi importantes, mais c'est juste que tu sais comment interagir, parce que c'est dans toi, c'est dans tes valeurs. C'est comme le savoir qu'on ne cueille jamais la première plante qu'on voit, parce qu'on ne sait pas si c'est la dernière. C'est juste en nous d'être un bon citoyen, un bon Micmac, de ne pas prélever trop. C'est comme le concept de Netugulump. Netugulump, c'est un concept qui dit qu'on va prélever des ressources, mais on pense aussi aux 7 générations après nous. Et on ne prélève pas trop, juste assez pour ce qu'on a besoin en ce moment. Puis, c'est un des mots qui est une loi dans notre langage. Mais tu sais, je dis loi, mais c'est pas comme une loi qui paraît en cours, là. C'est vraiment comme une loi qui fonde c'est quoi être Micmac. C'est comme une valeur, je dirais plus. Je suis heureuse de découvrir la connexion entre les Mi'kmaq et la mer et aussi le travail de la gamme. Je suis aussi contente de connaître un peu plus ce que le secteur du banc des Américains représente pour les Premières Nations Mi'kmaq. Merci beaucoup, Tania Kondo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hey, je te remercie de m'avoir reçu, Will Allen. Et merci beaucoup, Sandra Otef. Merci à toi, Léa. À travers cette série, on a découvert l'aire marine protégée du banc des Américains, ce site situé à l'est de la péninsule gaspésienne. L'épisode 1 nous a permis de découvrir l'aire marine protégée du banc des Américains, son importance, ses statuts de protection et ses réglementations. Par la suite, nous avons plongé en profondeur avec l'épisode 2 qui nous a permis de découvrir les bénéfices des aires marines protégées, mais aussi les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins. L'hiver approchant, on est passé sous l'eau pour l'épisode 3 afin de mieux connaître l'impact de cette saison sur les organismes marins et l'aire marine protégée du banc des Américains. Finalement, l'épisode 4 nous a permis de découvrir l'importance de la mer pour les Premières Nations Mi'kmaq et le travail de l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey. On espère que ce balado vous a permis d'explorer l'univers de l'aire marine protégée du banc des Américains et d'en découvrir toutes ses richesses. Ce balado est une réalisation du comité ZIP Gaspésie avec l'aide du studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océan Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aïke Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à Tania Kondo et Sandra Otef de la gamme. Et merci à vous de nous avoir écoutés.